Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Raphaël Gérard, député La République En Marche de la 4e circonscription de Charente-Maritime, autrement dit député du Sud-Saintonge. Bonjour Raphaël Gérard. Bonjour. Il y a un an, en mars 2020, vous étiez testé positif à la Covid-19, faisant de vous un des premiers députés atteints par le virus. Vous avez été hospitalisé 6 semaines, vous avez fait même 12 jours de coma artificiel. 6 mois après, vous aviez toujours des séquelles de la maladie. Un an après, comment allez-vous ? Mais écoutez, je vais beaucoup mieux. Merci de me poser la question. Effectivement, j'étais dans les tout premiers patients atteints par les formes sévères du Covid. On était tout début mars 2020. J'ai eu une première hospitalisation effectivement qui a duré 5 à 6 semaines avec les épisodes de coma que vous avez décrits. Et puis ensuite, j'ai eu une seconde hospitalisation puisqu'il y a eu des complications cardiaques, comme chez de nombreux patients qui sont affectés parce qu'on appelle aujourd'hui des Covid longs, puisqu'un an après, les personnes sont toujours porteuses ou présentent toujours des symptômes plus ou moins importants, qui m'a valu encore presque 3 mois d'hospitalisation dans la suite. Donc ça a été une vraie épreuve, et pour moi et pour mes proches. Et Vous êtes un survivant du Covid. Oui, je me considère comme quelqu'un d'extraordinairement chanceux, parce que passer 2 fois par des stades qui étaient extrêmement critiques, et qu'aujourd'hui je suis là et que j'ai repris une activité normale depuis l'automne, on va dire. On va en parler bien sûr. Et en faisant partie des premiers malades du coronavirus, est-ce que vous êtes particulièrement surveillé aujourd'hui par les médecins pour connaître justement les effets de la maladie un an après ce fameux Covid long ? Alors, est-ce que vous êtes un cobaye ? Au début, quand je suis sorti de la première hospitalisation, effectivement, j'étais contacté très régulièrement par les services ou de l'ARS ou d'autres unités de recherche qui essayaient d'évaluer un peu les conséquences. Aujourd'hui, je suis toujours suivi de façon extrêmement régulière au CHU de Bordeaux maintenant, avec effectivement une évaluation qui d'abord se faisait de façon mensuelle et puis maintenant un petit peu plus distendue, des conséquences notamment respiratoires et puis des affections qui restent encore aujourd'hui très présentes et qui sont très différentes d'un patient à l'autre. C'est là que la maladie est très déroutante. Alors on va parler des conséquences de votre expérience sur votre vision politique des choses, bien sûr. Un an après, la situation n'est pas bonne. Presque 100 000 morts en France, une campagne de vaccination jugée trop lente, des doses de vaccins insuffisante. Pour autant, Emmanuel Macron a déclaré jeudi soir n'avoir aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec depuis janvier 2021. Est-ce que vous dressez le même constat ? Écoutez, pour avoir échangé beaucoup avec les médecins, parce qu'évidemment, quand vous passez par ce type d'épreuve, vous êtes dans un état d'angoisse, de questionnement, d'incertitude. Si aujourd'hui j'ai une certitude, c'est que nous n'avons pas de certitude. Personne n'a aujourd'hui de certitude sur cette maladie. On sait comment elle se transmet à peu près, quoiqu'on n'est pas encore complètement sûr d'avoir bien identifié tous les vecteurs de transmission. On sait quelles peuvent être ses conséquences, plus ou moins importantes, des cas asymptomatiques jusqu'à des cas très graves ou à des décès, mais les médecins eux-mêmes vous disent on apprend au jour le jour. Alors justement, peut-être que ça vaudrait d'être un petit peu plus humble de la part d'un chef d'État en disant peut-être que voilà, on a peut-être fait des erreurs. Ça avait l'air très... Je me méfie beaucoup de cette tendance qui est quand même assez répandue, que ce soit dans les médias, chez les politiques ou même chez nos concitoyens, qui consiste ou chez les médecins à réécrire l'histoire à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui. Si on prend chacune des décisions qui ont été prises dans le contexte dans lequel elles ont été prises, je suis assez d'accord avec le président de la République. Alors aujourd'hui, on peut dire on a été trop prudent ou pas assez. On a été trop ambitieux ou pas assez, mais on peut le dire aujourd'hui. À chaque étape et à chacune des décisions, je pense qu'effectivement, le président de la République, le comité de défense sanitaire, le Conseil des ministres ont pris des décisions qui étaient sans doute les meilleures et les plus appropriées au moment où elles ont été prises. Pour autant, aujourd'hui, il y a un peu plus de 10% de la population française qui a reçu sa première dose. Au Royaume-Uni, on en est à plus de la moitié. Ouais. Un quart de la population aux États-Unis. En Israël, plus de la moitié de la population a reçu ces 2 doses. La France se place derrière le Maroc, la Turquie, l'Italie ou encore l'Allemagne aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Est-ce que ce n'est pas là, malgré tout, un constat d'échec de la part d'Emmanuel Macron et du gouvernement de Jean Castex ?
Vous savez, j'aime considérer les choses dans leur complexité. Aujourd'hui, si vous comparez différentes courbes, c'est-à-dire la courbe du taux de population qui est vaccinée et la courbe de mortalité, vous allez voir que des pays qui ont vacciné a priori beaucoup plus que nous, je pense à l'Allemagne par exemple, qui est finalement aujourd'hui, on a rattrapé le retard supposé que nous avions sur nos voisins allemands. On voit qu'aujourd'hui, la mortalité en Allemagne, elle est toujours plus importante qu'elle ne l'est chez nous. Elle prend même sur ces derniers jours une inflexion qui est extrêmement inquiétante. Donc aujourd'hui, les choix qui ont été faits dans notre pays, je ne veux pas comparer avec des pays comme Israël, qui sont des pays beaucoup plus petits, avec des populations moins importantes que la nôtre, mais si on compare avec les grands pays européens comparables, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, on voit que les stratégies qui ont été mises en place par la France, qui sont, de vacciner en priorité les publics considérés comme les plus fragiles. Résidents dans les EHPAD, personnes de plus de 75 ans, personnes présentant des comorbidités. Et puis, d'autres qui ont fait le choix de vacciner un peu tous azimuts. On voit aujourd'hui que la baisse de la mortalité chez les personnes âgées chez nous, elle est extrêmement significative. Et qu'en Allemagne, elle continue d'augmenter, cette mortalité. Et on voit, alors c'est un peu par effet mécanique, on voit aujourd'hui que les patients qui sont admis en réanimation sont globalement moins âgés que les personnes âgées, que celles qui y entraient il y a un an. Mais c'est aussi un des effets de cette vaccination. Et puis le deuxième choix qui a été fait et qui nous différencie de nos voisins, notamment anglais, c'est de sécuriser la deuxième injection. Aujourd'hui, tous les vaccins, alors ce sera différent pour le Johnson & Johnson qui va arriver dans les prochaines semaines, qui ne demande qu'une seule injection, mais aujourd'hui, tous les protocoles de vaccination disent 2 injections avec un délai estimé à 28 jours entre les 2 injections. Et donc, on a sécurisé ces doses. Donc, mais aujourd'hui, on est sûr d'avoir des citoyens vaccinés avec les 2 doses, alors que les Britanniques, qui ont fait le choix de ne faire qu'une seule injection et de renvoyer la deuxième à 19, voire davantage 2 semaines, vont fatalement avoir un moment une baisse de dynamique quand il va falloir commencer les deuxièmes injections. J'entends bien votre défense, entre guillemets, de la politique française. Pour autant, est-ce que vous ne pensez pas que les changements de cap de l'exécutif sur les masques, pas nécessaires, puis nécessaires, ensuite sur les tests, enfin sur la vaccination, avec finalement une politique pro-vaccinodrome qui n'était pas voulue au départ. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ce va-et-vient, cette hésitation, valse-hésitation. Je vous renvoie à ce que je disais il y a 2 minutes. Il faut considérer les décisions et les déclarations qui ont été faites avec les éléments de contexte du moment où elles ont été faites. Si on prend le cas des masques qui continuent à être une espèce d'arlésienne qui ressurgit à chaque fois qu'on veut taper sur les décisions du président de la République ou du gouvernement, au moment où ces déclarations ont été faites par Olivier Véran, par Édouard Philippe à l'époque, l'argument était de dire le port du masque n'a pas d'intérêt en population générale. Au moment où on était au démarrage du virus, on ne connaissait pas le contexte. À ce moment-là, on pensait que c'était transmis par les postillons et les microparticules qui sont envoyées au moment de la parole. Et puis surtout, on était dans un contexte de pénurie de masques. Et qu'à ce moment-là, le choix qui a été fait, ça a été de protéger avant tout les soignants et les personnes qui étaient au contact des malades. On pourrait parler de la cause de la pénurie de masques. Oui. Le fait, par exemple, de ne pas avoir de vaccin français aujourd'hui, par Sanofi, par exemple, le grand laboratoire pharmaceutique mondial, est-ce que c'est pas une preuve de la faiblesse médicale française due à des erreurs, stratégiques, économiques ? Je pense qu'elle s'explique en partie comme ça. Même sans doute assez largement la cause principale est effectivement un état particulièrement critique de la recherche française et des capacités de nos entreprises de pointe à continuer à innover, à rechercher et à développer des formules. À cause de politique d'économie. À cause de politique d'économie, mais je vous rappellerai qu'on a voté l'année dernière pour la première fois une loi de programmation de la recherche qui justement vise à revenir sur des années et des années d'abandon de la recherche en se disant ça n'est pas prioritaire. Aujourd'hui, on voit quelles en sont les conséquences, mais c'est le résultat d'un défaut de formation, d'un défaut d'attractivité, parce que les salaires de nos chercheurs ou étudiants-chercheurs sont quand même largement inférieurs à ce qui est proposé ailleurs. Et si on a une fuite aujourd'hui, si la plupart des grands laboratoires qui sont aujourd'hui dans la course sont dirigés par des Français, c'est parce qu'à un moment, le système français n'a pas été capable de les attirer, de
de les garder dans ces unités de recherche, et puis d'accompagner et de financer de leur recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est une politique de long terme. Aujourd'hui, on arrive au point où on subit, et on le subit de façon extrêmement violente, puisqu'on se retrouve à la merci de laboratoires étrangers, les conséquences d'une politique qui s'est amorcée il y a 15 ou 20 ans. Alors justement, on parle de politique de long terme, 69 000 lits d'hôpitaux fermés en 15 ans et 7 400 fermés en moins de 2 ans. Cette course à l'économie dans l'hôpital public doit-elle se poursuivre? Vous qui avez maintenant cette expérience de l'hôpital public en tant que patient, et on a lu des articles où vous rendez hommage au personnel hospitalier qui est pas toujours et rarement bien doté, en tout cas suffisamment doté en matériel et en personnel. Est-ce que votre regard a changé par rapport à l'hôpital public et la place qu'il doit avoir au niveau financier, budgétaire? Alors, je pense là qu'on est effectivement sur des choix qui sont des choix plus que des choix politiques, sont des choix de société. Aujourd'hui, je crois qu'on voit à travers cette crise quel est l'attachement des Français à leur système de santé. On a la chance quand même d'être dans un pays où le dépistage est gratuit. Pour le Covid, où les soins sont gratuits ou avec un reste à charge extrêmement faible. Et que aujourd'hui, le système tient parce qu'il y a dans le système des soignants, qu'ils soient médecins, infirmiers, aides-soignants, qui font tout pour qu'ils tiennent et qui se battent pour que effectivement le système perdure. Malgré la situation. Aujourd'hui, il y a un coût de l'hôpital public. Il y a des réformes qui ont été engagées, alors encore une fois. Des lois qui sont votées en 2019 mettent un petit peu de temps à s'implémenter, mais je pense à Ma Santé 2022 qui avait été présentée par Agnès Buzyn et adoptée, qui fixait des objectifs. Il y a eu une réaction, et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'agilité. Alors certains considèrent ça comme des revirements parce que politiquement c'est assez facile à attaquer, mais on a quand même une extraordinaire agilité du gouvernement qui, prenant conscience du problème, a lancé le Grenelle de la santé. Qui est depuis, moi je me suis battu pour les personnels médico-sociaux qui avaient été oubliés ou un peu mal servis dans ce Grenelle de la santé pour qu'on corrige. Mais ça continue. Excusez-moi, parce qu'en Ile-de-France, par exemple, il y avait 2500 lits de réanimation en mars 2020, il n'y en a plus que 1500 aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Il y a eu je vous renvoie au check news du Monde d'hier ou d'il y a 2 jours, là, des arguments qui ne sont pas complètement justes. En tout cas, les 12 milliards annoncés par Olivier Véran, ils sont toujours attendus. En plus, c'est compliqué parce qu'il faut du coup former du personnel si on veut mettre ces 12 C'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut ouvrir autant de lits de réanimation qu'on le souhaite, parce que ça, c'est un tableau Excel au ministère de la Santé où on dit on rajoute 1000 lits. Mais si derrière, vous n'avez pas les infirmiers anesthésistes qui sont formés pour intervenir dans ces services, et je les ai beaucoup pratiqués pour savoir que c'est pas le même métier qu'être en chirurgie ou en service de médecine. Vous dites qu'il faut prendre en compte et repenser complètement les investissements et l'attractivité des hôpitaux. C'est vous qui le dites. Oui, bien sûr, ouais. C'est ce que je retire de cette crise. Donc là, on est plus dans une politique libérale. Ah, mais encore une fois, c'est un choix de société que de dire est-ce que, vous êtes député d'une majorité libérale, est-ce que collectivement on souhaite que ce qu'on a appris au cours de cette crise, on dit ok, bon, c'était un événement, ça n'arrivera plus et on continue comme on a toujours fait, ou est-ce qu'on on fait le choix de mettre de l'argent sur ces services-là? Moi, je suis convaincu qu'effectivement, on a un hôpital qui est un hôpital de qualité, qui avait des gros retards d'investissement aujourd'hui. Entre il y a 2 ans en arrière, quand je visitais les hôpitaux de ma circonscription, on me disait on n'a pas de matériel, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Maintenant, les médecins vous disent on est content parce qu'on a reçu du matériel neuf et que ça, il n'y a plus de problème de ce côté-là. Il y en a sans doute encore certains, oui. Mais sur les très gros équipements, et je me suis battu pour qu'on ait un IRM à l'hôpital de Jonzac, et c'était un combat mené avec Claude Belot qui a été extrêmement long. Donc vous dites que ça va mieux? Non, je dis pas que ça va mieux. Je dis que des améliorations ont été apportées, que ce soit à travers Ma Santé 2022, la suppression du numerus clausus, par exemple, dans les études de médecine, elle prendra, on en verra les effets dans 7 ou 8 ans quand les premiers diplômés seront sortis. Sur la communication, dedans avec les siens, dehors avec un citoyen, c'est le nouveau slogan du gouvernement. Ouais. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une infantilisation de la population? Mais écoutez,
Je pense que c'est l'inverse, mais je suis absolument effaré, que ce soit en regardant la télévision. Je vous invite à regarder un peu tous les sujets de vos journaux ou de ceux des chaînes concurrentes. On les regarde, oui. Vous allez voir que un témoin sur deux porte son masque sous le menton, voire pas de masque du tout dans la rue, dans l'espace public. J'ai pris le train hier, alors donc que vous dites l'inverse de ce que dit Jean Castex ou Olivier Véran, que les Français ne sont pas responsables, sont pas assez responsables, en tout cas, sont pas assez. Mais c'est ça, ce qu'on leur demande de faire, c'est effectivement d'adapter leurs pratiques selon qu'ils sont dans un comité ou dans un espace restreint qui est leur domicile avec leur famille et leurs proches, ou lorsqu'ils sont dans la rue ou dans les espaces publics. J'étais dans le train hier pour rentrer de Paris. Il y avait un groupe de 7 collègues qui étaient installés autour de moi. Il y en a 2 qui ne portaient pas correctement leur masque. Donc dehors citoyens, c'est ça. C'est que c'est la question de chacun. C'est pas au gouvernement d'aller. Enfin, c'est dommage qu'on en arrive là. Et ce qui était le cas du premier confinement, c'était d'être obligé d'être un peu autoritaire avec les attestations et mais voilà, c'est que c'est le rôle de chacun. Quand vous voyez des comportements comme ceux de Marseille avec le carnaval, 6500 personnes qui considèrent que c'est pas pour eux et qui se fichent de savoir s'ils mettent la santé des passants ou de leurs proches en danger. Moi, ça m'interroge sur effectivement l'aspect citoyen et le fait que c'est un combat commun. Allez, on passe au niveau de la culture. Vous faites partie de la commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale. Le monde de la culture est en pleine ébullition, ou plutôt même en pleine rébellion, avec de nombreuses occupations de scènes nationales partout en France et chez nous, Poitiers, La Rochelle, Niort et Angoulême. Illustration, tiens, à Angoulême, où une de nos équipes a rencontré il y a quelques jours une intermittente du spectacle en proie à de nombreux questionnements. On en parle juste après. Morgane Chalet n'a pas mis les pieds sur scène depuis plus d'1 an. Comme d'autres intermittents du spectacle, cette chanteuse commence à trouver le temps très long. Elle ne comprend toujours pas pourquoi le gouvernement a choisi de maintenir les lieux culturels fermés. Je pense que je ne suis pas la seule à être dans une incompréhension par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place, tous les protocoles sanitaires qu'on peut mettre en place, qui n'ont même pas pu être testés, pour reprendre un semblant de vie culturelle qui est, à mon avis, essentiel pour la caboche de beaucoup de gens, pour s'aérer, pour ne pas être complètement déprimé, effectivement. Et on ne nous laisse aucune chance de montrer que c'est possible. Cet après-midi, elle vient soutenir le projet d'occupation du théâtre d'Angoulême. Pratiquement 200 personnes sont à l'écoute des acteurs de ce mouvement de protestation. Pour nous, pour vous, nous allons sortir du silence qui nous est imposé depuis près d'1 an. L'occupation du théâtre est décidée pour dénoncer le manque de communication du ministère de la Culture, mais aussi pour exprimer de grandes inquiétudes. La réforme de l'assurance chômage et l'indemnisation des intermittents après une année sans travail. Si jamais on arrive à la fin du mois d'août et qu'il ne prolonge pas cette année blanche, on repartira 1 an en arrière sans cachet et donc on n'aura pas notre statut d'intermittent et on sera démuni sans rien. Elle est là la réalité. Le théâtre d'Angoulême sera donc occupé dans le respect des règles sanitaires. En France, ils sont une 60aine de lieux de culture à être investis par les intermittents du spectacle. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Raphaël Gérard, député de la Charente-Maritime et membre de la commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez cette colère et cette inquiétude des intermittents du spectacle ? Je la comprends, oui, je la comprends, parce qu'on est tous, quand on est amateur de culture, je fais partie de la commission des affaires culturelles pour cette raison première. On regrette tous de ne pas pouvoir aller au théâtre, au cinéma. Pourquoi aujourd'hui ? Expliquez-nous, vraiment, c'est une vraie question. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas aller dans un musée ? Pour toutes les raisons qu'on a dit avant, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de certitude. Alors effectivement, il y a des études qui vous disent que peut-être finalement les lieux les cinémas par exemple ne sont pas des lieux de contamination si importants dès lors qu'on maintient des jauges et des gestes de barrière. Peut-être, mais quand vous allez au cinéma, vous prenez les transports. Quand vous allez au cinéma, vous avez des interactions avec la personne qui vous vend les pop-corn. Quand vous mangez des pop-corn dans la salle de cinéma, vous enlevez votre masque. Donc vous voyez bien que c'est pas. On peut interdire le pop-corn dans la salle de cinéma, c'est pas grand-chose. Ouais, mais dans un musée, on touche à rien. Dans un musée, on touche à rien, mais vous avez des musées moins que dans une grande surface, moins que dans le métro, dans le RER ou le bus. J'ai été directeur d'un musée à Paris qui s'appelle le musée de Montmartre, dans lequel il y a une salle qui fait, allez, on va dire un 1/8 de la taille de ce studio. On fait une jauge.
On fait une jauge, vous allez avoir une jauge à une personne. Ben voilà. Bon, économiquement, c'est un musée privé. Économiquement, c'est un musée expliquez-moi privé. Alors pour les musées publics, où le problème? non, mais vous voyez bien que c'est. Alors, on va commencer à introduire des différences, et aussitôt qu'on essaie de le faire, on voit le pataquès qui était justifié d'ailleurs. J'entends, mais sur ça les mettrait quand même la attestations de culture week-end. quand même accessible à certains. Quand même, ça serait quand même peut-être un moindre mal, non? Mais encore une fois, comparons. Aujourd'hui, quelle est la réalité de la pratique culturelle des Français? Quelle est la priorité des Français en zone rurale qui sont à 60 km du premier musée? Je pense à ma Haute-Saintonge. Si vous voulez aller au musée, vous allez à Bordeaux, au CAPC ou au musée d'Aquitaine. Est-ce que vous pensez véritablement qu'aujourd'hui, c'est vraiment la priorité de cette population-là? Ce qu'elle veut, c'est avoir un vaccin, c'est être soigné, c'est être garanti qu'on sortira de cette épidémie et sortir de ces mesures. Donc il y a une espèce de décalage, me semble-t-il, entre ce débat, qui est un débat légitime, la culture est essentielle, et la dame qui intervient dans ce reportage est parfaitement juste quand elle dit qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont mal parce que le confinement, parce que le poids de l'isolement, etc. C'est vrai, mais quelles sont les priorités? On parle de 100 000 morts, de plusieurs centaines de milliers de morts à l'échelle de l'Europe. On ferme les écoles, les transports en commun et les Aujourd'hui, il y a grandes surfaces. on a eu ce débat au moment des commerçants. Petits commerçants versus grande surface. Alors, on a fait une erreur, me semble-t-il, et que là, qu'il y a une erreur de communication dès le départ, qui était de dire on va raisonner en mètres carrés. Pour un virus qui se transmet par l'air, je pense qu'il vaut mieux raisonner en termes de mètres cubes. Et le nombre de mètres cubes par client dans un supermarché est quand même bien plus important que le nombre de mètres cubes d'air dans l'épicerie de votre village. Allez, un mot sur l'industrie du cognac. De nombreuses vignes se trouvent dans votre circonscription. Il y a eu une bonne nouvelle début mars avec la suspension pour 4 mois de la taxe dite Trump de 25% sur les exportations de cognac, par exemple, aux États-Unis. C'est, j'imagine, un soulagement pour toute la filière. C'est 95 millions de bouteilles par an pour les USA. Ouais. C'est que 4 mois. C'est 4 mois pour se donner le temps de rediscuter avec l'administration du nouveau président américain et puis pour essayer de sortir de ce conflit entre Airbus et Boeing, qui est quand même la raison de tout ça, et on voit qu'on est bien loin des préoccupations du marché agroalimentaire et notamment du marché du cognac. Donc effectivement, ça a été un vrai soulagement parce que on était dans une espèce de montée dans les tours de part et d'autre, c'est-à-dire du côté européen et du côté américain, que quelquefois on a un petit peu de mal à faire saisir les enjeux de la filière, parce que là encore il y a beaucoup de stéréotypes et que quelqueusement nos partenaires européens ont un peu de mal à entendre que le cognac, certes, existe à travers une image d'industrie de luxe, mais que derrière il y a une réalité qui est une réalité agricole de petits exploitants qui sont les livreurs des grandes maisons de négoce. Raphaël Gérard, votre activité parlementaire, c'est en grande partie, depuis quelque temps, la défense des intérêts de la communauté LGBT. Vous avez parlé publiquement de votre homosexualité dans le magazine Tétu, c'était en juin 2018. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous faites du lobbying à l'Assemblée nationale en faveur des minorités sexuelles? Alors, j'aime pas beaucoup le terme de lobbying parce que le principe même de l'Assemblée nationale, c'est de porter la voix de tous les citoyens. Qu'ils soient vos électeurs ou qu'ils ne le soient pas. C'est un premier principe. Et puis, alors évidemment, c'est la partie la plus visible parce que c'est celle qui intrigue davantage. C'est celle qu'on voit le plus sur votre compte Twitter, par exemple. Oui, pas que, mais si vous faites beaucoup, en grande majorité. Voilà. J'ai bien regardé. Si vous regardez mon compte Facebook, vous allez voir que c'est un peu différent. Tout ça pour dire que mon combat de base, c'est de lutter contre les discriminations et pour une égalité réelle entre tous les citoyens. Ces questions-là, elles n'étaient pas au cœur de votre campagne des législatives en 2015. J'ai regardé les reportages qu'on avait fait à l'époque, c'était plutôt culture, tourisme et viticulture. On a parlé de la PMA parce on fait pas campagne pour les législatives sur des thèmes comme ça, c'est pas bon. J'ai fait campagne sur la PMA, autant qu'ils m'en souviennent, parce que c'était un sujet qui revenait régulièrement. J'ai fait campagne aussi, même si c'était pas dans le programme du président de la République, sur le droit de mourir dans la dignité et la fin de vie, qui va être un sujet dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, je porte des combats nationaux qui sont des combats pour l'égalité, pour l'inclusion, qui sont pas du tout des combats et encore une fois tout est lobby.
faire très attention à la manière dont on utilise ce vocable aujourd'hui, parce que on a l'impression que les lobbies sont des grands méchants. Non, c'est une façon de mettre en avant, de faire même pression, de façon à ce que les lois changent. Je pense que si je faisais pression, j'aurais davantage de succès sur ces sujets-là. Vous représenterez aux législatives l'an prochain? Je ne suis pas décidé encore. Je ne suis pas décidé encore parce qu'il nous reste beaucoup de choses à faire, que la crise a quand même généré un certain nombre de coups d'arrêt, notamment sur le statut des auteurs pour revenir à la culture et le droit des intermittents, qui ont besoin de... Parce que juste un mot, mais c'est qu'il y a un rapport qui va être rendu cette semaine et qui va préciser les conditions de prolongement ou de sortie de l'année blanche pour effectivement s'assurer que les intermittents ne soient pas lésés. Ce qu'ils demandent. C'est ce qu'ils demandent et c'est ce qui est prévu, et le rapport doit être rendu le 31 mars à la ministre, à qui j'adresse une pensée amicale parce qu'elle est hospitalisée en ce moment pour cause de Covid. Voilà, il reste beaucoup de choses à faire. Donc, pour l'instant, l'urgence, elle est là. C'est d'aller au bout de chantiers qui ont été lancés et pas aboutis. Je pense à la loi de bioéthique, par exemple. Qu'est-ce qui ferait que vous ne vous représenteriez pas? La perte des repères qui font que je me suis engagé. Je me suis engagé sur un certain nombre de valeurs qui sont celles du président de la République, qu'il a défendues, qui continue à défendre de façon brillante et avec conviction, je le pense. Il a aussi montré sa capacité à revoir ses décisions ou ses jugements en fonction de l'actualité. Et je crois qu'encore une fois, quand certains parlent d'inconstance du gouvernement et du président de la République dans le cadre de la crise, moi je pense plutôt qu'au contraire, c'est la première fois qu'on est aussi agile et qu'on voit quand il y a des petits blocages ou des petits bugs, souvent ça vient d'une espèce de rigidité du cadre administratif qui est en dessous du politique et qui est censé être le bras de transmission, et que c'est là que souvent ça se grippe. Mais aujourd'hui, le bilan est positif, voilà, pour vous en tout cas. Moi j'ai lancé des projets sur ma circonscription qui me tiennent beaucoup à cœur et sur lesquels je voudrais pouvoir aboutir. Ouais. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci Raphaël Gérard d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. La semaine prochaine, il sera question de tourisme en Poitou-Charentes sous temps de Covid-19. Pas toujours facile. Pour leur place au journal de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous et à dimanche prochain.